le moment qui commence avec 2002, 2003, 2004, c'est la montée en puissance d'un discours, d'une sorte de peur, de panique morale qui a à voir avec ce qu'on nous présente d'un coup, d'un seul, comme une sorte de souffrance visuelle liée à la présence de toutes ces jeunes filles voilées partout dans la société française, va particulièrement, pas seulement intéresser l'ensemble de la société, mais on peut imaginer que ça a été un véritable réveil idéologique pour l'extrême droite. Parce que là, il y a une rencontre inattendue, mais puissante idéologiquement, entre une certaine gauche et une certaine extrême gauche, qui refuse la visibilité du voile dans l'espace public, et un Front National dont l'antisémitisme est en train de chercher un nouveau support d'expression. Or, alors qu'il n'est plus possible d'être antisémite, il est parfaitement de plus en plus admis d'être islamophobe. Donc dans ce contexte-là, l'islamophobie c'est l'envers de l'antisémitisme, c'est ce qui vient en quelque sorte suppléer à un interdit, un tabou qui est acquis dans la société française, qui est celui de l'impossibilité d'exprimer son antisémitisme. Donc là, la séquence à partir de 2000, alors je dis aussi 2002 parce qu'il y a autre chose qui se passe à ce moment-là, il y a la montée en puissance de la promotion de l'égalité homme-femme et de la nécessité de sauver les femmes basanées, noires, arabes, de leurs abus. Ça commence en 2002, ça va aussi prendre son essor avec un discours d'une association dont on ne va pas refaire l'histoire ici, qui est d'un intérêt tout juste symptomatique, et qui va d'ailleurs permettre à une de ces nombreuses présidentes de finir dans le gouvernement Sarkozy. Alors, ces éléments-là, effectivement, donnent une coloration à la fois qui renvoie à la racialisation et à la sexualisation de l'altérité au sein même de la société française. L'altérité est à la fois construite, d'abord il y a une fabrication de l'autre, mais l'autre il est construit à la fois sur des bases raciales et sur des bases sexuelles. Sexuées et sexuelles, d'ailleurs, on verra, parce qu'il y a toute une question de l'hétéronormativité qui vient compliquer singulièrement ces affaires-là. Donc cette première séquence, elle est, semble-t-il, elle fonctionne comme un premier appel, presque comme un produit d'appel, comme dirait l'autre, dans le monde de la consommation, qui est en fait exploitable par l'extrême droite. L'extrême droite comprend très vite pourquoi est-ce qu'il y a là toute une série d'ingrédients qui vont pouvoir être repris, magnifiés, d'une certaine manière, mis au cœur d'un discours qui se construit dès lors de façon de plus en plus centralement, en se fondant sur l'idée que le Front National est aussi un lieu de défense de la laïcité. Si on n'aime pas les filles voilées, c'est qu'on est laïque. Cette mécanique-là, qui est complètement binaire et complètement réductrice, ne va cesser de fonctionner à plein. Et d'autre part, la promotion de l'égalité hommes-femmes et donc de la défense des femmes va être d'autant plus, en quelque sorte, appréhendable et appropriable par le Front National qu'il y a une montée en puissance des femmes blondes au sein du Front National. Effectivement, je trouve qu'elles sont blondes, vous avez raison, elles auraient pu être brunes, mais je trouve qu'elles sont blondes. Mais par contre, une montée en puissance, un véritable travail, une lutte des chefs entre les vieux hommes blancs et les jeunes femmes blanches qui veulent prendre le pouvoir. Et là aussi, très clairement, cette idée que les femmes doivent être mises au centre de la défense de la nation, donc avoir un discours national qui est un discours qui est éminemment sexué et sexualisé, est quelque chose qui ne cesse de monter en puissance dans le contexte du Front National. Ça, c'est une captation qui est faite d'un discours qui a été, pour l'essentiel, un discours de gauche pendant des décennies. Les luttes féministes, y compris les plus radicales, c'est-à-dire celles qui ont porté des fruits, étaient des luttes de gauche. Les luttes contre une certaine forme de religiosité, ou en tout cas d'influence néfaste de la religion dans l'espace politique français, sont des luttes de gauche. Donc c'est tout à fait fascinant de voir que tout cela puisse à un moment donné être complètement acclimaté au sein du Front National, avec une sorte d'abandon idéologique, de reddition idéologique de la gauche. Parce qu'au fond, ce qui ne parvient pas à se résoudre au sein de la gauche et de l'extrême gauche, c'est à la fois une sorte de mauvaise conscience
d'impensé, de refouler à la fois de la race et, d'une certaine manière, aussi des échecs qui ont été ceux de la gauche sur les questions de décolonisation des esprits et de décolonisation tout court, mais aussi d'aboutissement des luttes féministes et antisexistes. Sur toutes ces questions-là, la gauche est très loin du compte. Et il me semble que le moment 2002, 2003, 2004 est un moment qui, justement, opère comme un révélateur de ce qui n'a jamais pu être abouti dans les luttes de gauche, de ce qui a été nié dans les luttes de gauche, et notamment à travers, alors, après on pourra donner à cela différentes tonalités, hein, il y a tout un spectre de questions qui n'ont jamais été résolues. La question de l'immigration, sur laquelle la gauche et particulièrement certains partis comme le Parti communiste ne sont pas du tout au clair. Hein, je rappelle que dans les années 80, ce sont des mairies de gauche communistes qui décident de faire le ménage. Hein. Ce n'est pas des socialistes, ce n'est pas des gens de droite, ce sont des communistes qui veulent faire le ménage. Et se débarrasser de ces immigrés qui, voilà, là aussi, bouchent le paysage et sont une sorte procèdent une sorte de souffrance visuelle. Hein. C'est toute la question de savoir qu'est-ce qu'on accepte d'avoir dans son champ visuel, qu'est-ce qu'on accepte d'avoir dans son espace politique. Donc ces échecs-là, qui n'ont jamais été discutés, jamais mis en mots, jamais véritablement assumés, taraudent une mémoire qui est une mémoire fortement segmentée. La question de l'émergence des luttes des descendants de migrants à partir de 1983 est aussi une question irrésolue, puisque d'une certaine manière, la gauche a opéré une réduction complète face aux stratégies et aux intrigues du gouvernement dit de gauche, qui est élu à partir de 81, et qui va nous inventer l'antiracisme moral qui prévaut jusqu'à aujourd'hui à travers SOS Racisme. Sur cette question-là, reddition complète. Aucune forme de contestation, tout le monde se rallie à la petite main, tout le monde a des potes, arabes, noirs, d'ailleurs on ne nomme même pas comme ça. Hein. Les potes, ils sont immigrés, ils sont vaguement d'origine maghrébine, n'est-ce pas? Il y a une sorte de crainte à nommer les choses telles que les personnes, d'ailleurs, se nomment, hein, parce qu'il y a des personnes qui se disent arabes et noirs, oui, c'est pas juste un vocable qui est en quelque sorte mis en circulation lorsqu'on veut racialiser à mauvais escient la société. Il y a des personnes qui, effectivement, ont cette expérience-là et qui ne la vivent pas seulement comme une souffrance ou comme une forme de discrimination ou de surface d'exposition au racisme. Donc sur cette question aussi, abandon complet. Les luttes des descendants de migrants vont être passées par pertes et profits. Aucune forme de solidarité ne s'exerce à l'époque contre pas seulement ceux qui organisent les marches de 83 pour l'égalité contre le racisme, mais les marches suivantes. Je rappelle qu'il y en a eu une en 84, Convergence, curieusement, qui s'appelle déjà Convergence, et de 85, dont tout le monde a déjà oublié qu'elle avait eu, à un moment donné, une véritable, un sens dans la continuité de ces luttes. D'ailleurs, les acteurs qui étaient présents à cette époque-là continuent à exister. Hein. Ils n'ont pas disparu de la circulation, ils sont toujours dans une large mesure vivants, ils ont encore des choses à dire, mais finalement, ils sont assez peu entendus. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que des gens qui ont pu militer dans ce contexte-là en 83 sont aujourd'hui effectivement des chercheurs, des sociologues qui mobilisent la grille d'analyse en termes postcolonial et décolonial. Alors, ils ne sont pas seulement habités par un passé qui ne passerait pas, ils sont aussi conscients du fait que le présent est profondément travaillé par ces questions. Alors j'ajouterai un élément à ce que je disais tout à l'heure, qui me semble intéressant, c'est que ce que la gauche ne parvient pas non plus à en quelque sorte liquider dans son passif, c'est le fait qu'elle est aussi un lieu de passage de l'orientalisme. C'est-à-dire qu'il y a une représentation complètement exotisante, complètement paternaliste, condescendante des populations d'ascendance migrante et coloniale, qui permet ou pas d'ailleurs d'expliquer pourquoi est-ce que l'émergence d'une militance qui justement s'appuie sur cette double expérience, à la fois de la migration et de la colonisation, n'est pas accueillie de façon égalitaire au sein du mouvement, des différents mouvements de gauche. C'est parce qu'en fait, il y a toujours cette tendance à réactiver une perception orientalisante qui va justement réduire
ces personnes, au mieux à des sous-traitants, vont devoir donc reprendre à leur compte toute une série de luttes qui ont déjà été définies par les instances centrales de tel ou tel mouvement, au pire, à les évincer carrément du mouvement. Elles n'y ont même pas la place parce qu'elles seraient trop énervées, elles parleraient trop du fait qu'elles sont arabes ou noires. Tout ça peut parfois peser sur le moral des troupes et agacer justement parce qu'il faut maintenir une zone de confort au sein de laquelle il est possible de lutter. Donc ces luttes-là, en fait, n'opèrent jamais la jonction avec les questions des minorités qui sont racialisées. Et effectivement, il est important de rappeler de façon centrale que s'il y a racialisation, ce n'est pas de la part des descendants migrants, c'est de la part du système race. Et moi, je ne parle pas de lutte des races, je ne sais pas ce que seraient ces races dont on parlerait. Je parle d'un système race qui, effectivement, est un système qui contribue de façon à la fois institutionnelle, de façon pratique et de façon symbolique, à livrer des segments entiers de la société française et de la population française à l'exploitation, la surexploitation et l'oppression, notamment capitaliste, mais pas seulement, mais centralement capitaliste. Donc cette idée qu'il y aurait d'un côté la lutte des classes et de l'autre la lutte des races, moi, il me semble que c'est un faux semblant. C'est là encore quelque chose qui nous permet de nous maintenir dans la zone de confort, mais faisons tout pour faire revenir au premier plan la lutte des classes. Il y a une analyse marxiste du système race qui existe et qui permet de comprendre en quoi est-ce que les races, et depuis très longtemps, et là je ne me prêterai pas à des datations, je pense que c'est assez accessoire, ont contribué, la fabrication de la race, la fabrique de la race, et concomitamment la fabrique du capitalisme. Sans race, il n'y a pas de possibilité d'expansion et de généralisation, de globalisation du capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc c'est une fausse question que de prétendre qu'aujourd'hui il faudrait faire un choix. Il faudrait savoir de quel côté on se situe. Il n'y a pas à faire ce choix-là. Nous n'en sommes plus là. Soit nous sommes capables, je ne sais pas de quel nous on parle, on aimerait peut-être à le définir, mais en tout cas, il me semble que du point de vue des luttes à engager aujourd'hui et de la compréhension des motifs, de la généalogie et des objectifs, donc des horizons de cette lutte, il me semble qu'il est absolument urgent de se débarrasser de ce dilemme qui n'en est pas un. Il n'y a pas à choisir. Il y a à comprendre en quoi est-ce qu'il y a une trame raciale à toutes les formes d'oppression sociale et économique. Et que d'une certaine manière, la question sociale a toujours déjà, comme disait l'autre, été une question raciale. Si l'on admet cela, on peut du coup comprendre que certains acteurs qui, eux, sont particulièrement convaincus de cela, des acteurs et des actrices qui, parce qu'elles ont été sexualisées, parce qu'elles ont été minorées dans leur identité de femmes ou dans leur identité sexuée, parce que ces personnes ont été minorées dans leur identité racialisée, parce qu'elles ont été renvoyées, assignées à ces positions-là, n'ont jamais pu faire valoir l'intégralité et la plénitude de leurs droits. Ce sont des personnes qui se voient donc ôter des droits à raison des mécanismes de sexualisation et de racialisation. Si l'on ne prend pas la mesure de la façon dont le système race aujourd'hui est un système qui d'ailleurs s'approprie, y compris les luttes antisexistes, pour en faire une sorte de sous-traitance de la classification, on va opérer des classements, y compris entre les hommes et les femmes, entre les hétéros et les homos, avec une montée en puissance de la valeur homosexuelle, pour des raisons qui sont particulièrement explicites, qui se jouent d'ailleurs, parce que évidemment les musulmans sont à la fois antisémites, homophobes, sexistes, violents, enfin bref, on ne va pas reprendre ici des arguments qui ont déjà été largement développés. Pour toutes ces raisons, si nous ne parvenons pas à prendre la mesure de l'étroite intrication entre les dimensions raciales, sexuées et sociales et économiques, nous passerons à côté du rendez-vous qui aujourd'hui doit être celui dont doit se saisir la gauche, quelles que soient les gauches, quelles que soient les configurations dans lesquelles ça doit se faire. Donc il me semble, de mon point de vue, que nous sommes aujourd'hui devant un enjeu majeur qui est celui de la sortie de la zone de confort. C'est-à-dire oui, il faut abandonner l'idée que
il y a en dernière instance une prédominance ou une exclusivité de l'analyse en termes de classe, et que toutes les autres sont subordonnées, voire accessoires. On est très loin du compte avec ce genre de hiérarchie, d'une part, et on est très loin de la vérité ou de la réalité des rapports sociaux tels qu'ils se jouent aujourd'hui. La racialisation fonctionne soit pour, en quelque sorte, évincer des segmentés entiers pas seulement de ce qu'on pourrait appeler la classe ouvrière, mais aussi de celles et ceux qui, par exemple, ne peuvent même pas aspirer à un emploi. Il y a un emploi stable, par exemple. Hein. La privation de travail se fait notamment par les mécanismes de racialisation et de sexualisation. Hein. La femme africaine qui est femme de ménage, elle a de fortes chances de se retrouver régulièrement au chômage technique et dans les emplois les plus flexibles et les plus précaires. Donc ne pas avoir ça en tête, ne pas comprendre que la jeunesse d'après 2005 est une jeunesse qui s'est vue d'emblée vouée à la fois à l'exercice d'une violence policière qui est une violence du système race et d'une violence qui permet justement de ne pas lui attribuer l'accès au travail. Hein, c'est parce qu'elle est l'objet privilégié de la violence, et pas seulement symbolique, de la violence physique, qu'elle est discréditée du point de vue de sa légitimité à entrer sur le marché du travail. Ces mécanismes-là, ils sont conjoints, ils sont de plus en plus opératoires. Et alors, si on voulait comprendre à quel point est-ce que tout cela a été très opératoire depuis au moins 10 ans, si ce n'est plus, hein, parce que la violence dans les quartiers, c'est quand même quelque chose qui existe depuis maintenant un demi-siècle, dans les quartiers d'ailleurs, enfin, qui est ciblé sur les corps de l'autre, hein, de l'altérité particulièrement présente. Il suffit de voir la réaction d'ébahissement, de sidération qui saisit aujourd'hui les manifestants contre la loi travail, qui ne comprennent pas pourquoi la police est violente à leur égard. Mais cette police, elle a eu un laboratoire d'expérimentation de la violence policière qui est celui des quartiers. Depuis des décennies, toutes les techniques ont été expérimentées sur la jeunesse racialisée. Donc aujourd'hui, encore une fois, effectivement, parce qu'elle est ce qu'elle est, et quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle avait toujours tort, et qu'aujourd'hui cela puisse en quelque sorte aboutir à une extension du domaine de la répression qui se jouerait sans discernement, c'est-à-dire qui atteindrait prioritairement les Blancs, hein, c'est bien ça le problème, c'est comment se fait-il, bon, on est tapé pendant très longtemps sur des Noirs, des Arabes, soit, bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais peut-être qu'on va finir par se réveiller, mais que des Blancs qui sont bien intentionnés et qui veulent lutter contre la loi travail se voient tabasser sans aucun discernement par la police, tout le monde est dans un état de sidération. Ben, l'explication est très simple, c'est qu'en fait, la police elle a été très habituée et elle a été mise sous pression pour exercer sa violence de cette manière-là. Hein, il n'est pas question de dire que tous les policiers sont mal intentionnés et sont racistes, même si on pourrait se poser des questions sur la perméabilité au racisme de l'institution policière, c'est autre chose. Distinguer entre l'institution policière, la question du monopole légitime de la violence exercée par la police et parler des policiers dont certains n'osent plus regarder les manifestants dans les manifestations parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un problème qui commençait à être sérieusement insoluble, y compris pour eux, et se poser la question de savoir pourquoi après tout, il y a des armes et des noirs hein, dans la police. Et pourtant, voilà, tout ça est traversé par d'immenses contradictions. Donc si nous ne parvenons pas aujourd'hui à admettre cette grille de lecture, à la mettre en œuvre, à en tirer les conclusions du point de vue de ce que cela implique au sein des organisations de gauche, de toutes les organisations, de toutes les gauches, nous allons rater le rendez-vous qui va bénéficier prioritairement, qui bénéficie déjà et qui continuera à bénéficier au Front National. Donc soit la lutte change de nature radicalement parce qu'elle change de paradigme analytique et elle devient un véritable rempart contre le Front National, soit par l'impuissance fomentée ou laissée agir, la gauche devient l'allié objectif du Front National. Et là, nous sommes face à un enjeu historique dont je n'ose même pas imaginer les conséquences s'il n'y a pas à un moment donné une sorte de prise de conscience radicale de ce qui aujourd'hui de ce à quoi nous sommes exposés et de ce à quoi nous devons nous affronter.